Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, le combat pour l'égalité femmes-hommes à l'école et dans le monde du travail. C'est un peu l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. À moitié plein parce que les choses progressent, à moitié vide parce que partout demeurent les inégalités. Alors pourquoi, comment faire mieux? On en parle aujourd'hui avec Fabienne Alamelou-Michaille, co-autrice d'un livre aussi riche que pertinent sur le sujet. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu, anniversaires et programmes d'histoire, mais aussi d'éducation civique. Cela fait 80 ans. À un jour près, c'était hier que le gouvernement provisoire de la République française, présidé par Charles de Gaulle, prend une ordonnance par laquelle les femmes deviennent électrices et éligibles. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, on fera claquer au vent des cerfs-volants avec ses 37e rencontres internationales de Berck-sur-Mer. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier. Ambiance Jeux Olympiques aujourd'hui, direction l'Afrique du Sud, à la rencontre de la Colisée Foundation. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Il est utile à double titre, ce livre de Fabienne Alamelou-Michaille et de Bertrand Badré, intitulé « Des femmes et des hommes, le pouvoir en partage », livre qui vient de sortir chez Actes Sud. Il est utile d'abord parce qu'il observe les inégalités à travers différents prismes, notamment la culture, les études, le monde du travail, la famille. Il est utile aussi parce qu'il donne largement la parole à une vingtaine de femmes de pouvoir et on sait l'importance des exemples vécus, des rôles modèles, comme on dit en bon français, pour faire bouger les mentalités. Fabienne Alamelou-Michaille, bonjour. Bonjour. Quelle mouche nous a donc piqué de vouloir rejoindre la longue cohorte de ceux qui ont essayé avant nous de regarder le sujet du genre de plus près. C'est ce que vous écrivez en introduction du bouquin avec Bertrand Badré. Alors quelle mouche vous a piqué? C'est un combat d'abord que j'ai commencé à mener à l'intérieur des religions. Sujet très compliqué dans les religions, la place des femmes, mais qui finalement irradie toute la société. C'est de là que l'on part et c'est ce qui a conditionné en grande partie les représentations mentales que nous retrouvons aujourd'hui dans la société. Alors partons de là précisément, puisque pour décrire l'ancrage des stéréotypes, vous remontez loin, vous remontez aux religions dites religions du livre. C'est le substrat de notre culture. Qu'est-ce qu'elle raconte alors sur les femmes et pourquoi ça les enferme depuis plusieurs millénaires? Alors, ce que je tiens à dire, c'est que, à la différence en fait de ce qu'ont pu penser les premières féministes, c'est-à-dire elles se sont inscrites contre les religions, dans mon livre, ce qui est important de dire, c'est que les messages des fondateurs de ces religions monothéistes, on peut parler de Jésus, mais aussi Mohamed et puis tout ce qu'on trouve dans la Torah, sont des messages assez libérateurs pour les femmes. Et on ne le dit pas assez. Jésus, si on peut prendre ce cas, avait un discours très égalitaire envers les femmes et les hommes. Il est plutôt sympathique. Exactement, il demande aux femmes, les premières d'annoncer sa résurrection. Donc en fait, ces messages sont très novateurs. Et ce qui se passe quand on regarde de près, c'est que ce sont les hommes a posteriori qui se sont souvent accaparés ces messages pour en faire des instruments de pouvoir particulièrement puissants. Et notamment les hommes d'église. Et alors les hommes de toutes ces religions... Oui, enfin quand on dit d'église, de mosquée ou de synagogue. Voilà, enfin, qu'on prenne le Talmud, que l'on prenne aussi après ce qui s'est passé dans l'islam ou même après dans le christianisme. C'est en voulant s'inculturer dans des cultures qui étaient très patriarcales, pour s'inculturer justement, ces religions à adopter les codes des cultures ambiantes et donc des codes qui étaient déjà très patriarcaux, parce qu'on ne se trompe pas, les codes patriarcaux c'est ce qu'explique Françoise Héritier, de tout temps et de tout lieu. Vous aviez repris, vous, des études de théologie, justement. Oui. Alors, vous travailliez déjà, mais vous n'avez pas été au bout du doctorat initialement engagé. Ah non. Racontez-nous l'anecdote parce que ça n'est pas sans lien avec le sujet, si je vous pose la question. Bien sûr, une triste histoire, mais c'est vrai que j'avais travaillé. Le sujet, c'était la question de l'ordination presbytérale des femmes. Donc, le fait que les femmes puissent devenir prêtres. Et en fait... C'est un sujet qui est très très délicat dans l'Église catholique, qui fait l'objet d'une interdiction de prise de parole en public sur le sujet dans les questions universitaires. Et donc à l'Université catholique de Lyon, on m'a demandé d'arrêter, de ne pas présenter ce sujet, parce que trop polémique et avec des risques de sanctions canoniques pour l'Université catholique de Lyon, puisque le pape et Joseph Ratzinger, quand il était préfet pour la congrégation pour la doctrine de la foi, avaient demandé à ce que l'on ne prenne pas la parole en public sur le sujet. Benoît XVI qui s'appelait, dont le vrai nom est Joseph Ratzinger, effectivement. Résultat, vous avez changé de religion. Alors, j'ai pas changé de religion parce que c'est la même, c'est le christianisme. Non, oui, pardon. Enfin, en tout cas, vous avez changé de boutique. Vous avez changé de boutique, on va dire. Je suis protestante. Mon père est protestant, ma famille est protestante, des martyrs depuis une longue date sous les dragonnettes de Louis XIV. Et donc, j'ai renoué. Vous avez renoué alors. Protestante. Bon. Voilà. Mais c'est pour dire que le sujet est alors vraiment. C'est simple pour les femmes pasteurs. Les femmes sont pasteurs depuis très très longtemps. Bien sûr. C'est pas un sujet. La base de ces stéréotypes,
stéréotype, et ça c'est vrai alors, non seulement dans les religions, mais en général, c'est qu'on essentialise. C'est une notion qui est très importante. C'est quoi l'essentialisation? Eh bien, l'essentialisation, c'est le fait de considérer que la femme est appelée, de par sa nature, de par sa construction à la fois corporelle et psychique, destinée à un rôle social particulier. Voilà, et ça vaut, alors qu'on dit essentialisation, là on parle du genre, mais ça vaut également pour les origines, alors, ça vaut pour tout. C'est quand on considère... Ça vaut pour les hommes aussi d'ailleurs. Et ça vaut pour les hommes aussi. La science a aussi produit des stéréotypes, il n'y a pas que les religions. Alors oui, mais la science, elle a été aussi, on va dire, modelée par la culture, modelée par ceux qui l'ont faite, et essentiellement des hommes, puisque la science a été masculine pendant plusieurs millénaires. Et donc c'est à travers les représentations masculines que la science a donné des éléments. Je cite Aristote dans mon livre, clairement... Mais vous en citez des plus récents, il y a des histoires cerveau droit, cerveau gauche, par exemple. Oui, ça date d'il y a quelques décennies. Alors oui, c'est très répandu quand même comme Alors oui, on continue à le penser. Alors plus grand monde. Malheureusement encore, parfois, on trouve encore cette idée préconçue du cerveau droit, cerveau gauche, mais non, ça n'a plus aucun sens. Dit c'est n'importe quoi. Voilà. Fake news. Et Catherine Vidal le dit bien, qui est neuroscientifique, elle le dit très bien. C'est vraiment aujourd'hui, les neuroscientifiques sont tous clairs là-dessus. Il n'y a pas cerveau droit, cerveau gauche. En fait, le cerveau, toutes les aires sont connectées les unes avec les autres. Le dialogue en permanence. Exactement. L'éducation est la mère de toutes les batailles, écrivent Bertrand Badré et Fabienne Alamelou. Michail, on va en parler si vous voulez bien de l'éducation. Mais juste après l'anti-sèche, une anti-sèche qui, je pense, va vous intéresser, vous aussi d'ailleurs. Cécile, bonjour. Dans notre anti-sèche du jour, une date importante, celle du 21 avril 1944, c'est le jour où les femmes obtiennent le droit de vote, en tout cas sur le papier, parce que 21 avril 1944, c'est encore en guerre. Oui. Mais là, et ça faisait 80... Oui, donc ça fait 80 ans hier, jour pour jour, que donc c'est un bel anniversaire. Mais oui, on célèbre. Mais en réalité, il faut remonter encore plus loin en fait dans le temps pour voir apparaître les premières revendications pour l'obtention de ce droit, évidemment. Et à la Révolution notamment. C'est à la Révolution. Je vous fais le calcul, plus d'un siècle et demi de lutte pour ce droit. À cette époque est mis en place le droit de vote des hommes. Donc certains, très naturellement, demandent la même chose pour les femmes. Parmi eux, il y a le député Nicole Condorcet et Olympe de Gouges, qu'on ne présente plus, la célèbre féministe, à qui on doit en 1791 la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en réponse, vous l'aurez compris, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été écrite 2 ans plus tôt. Et alors non seulement ça ne fonctionne pas à l'époque, mais on note une certaine exclusion des femmes du débat politique. Oui, on peut le dire, ça ne marche pas. En 1804, le code napoléonien consacre l'incapacité juridique des femmes et les confine dans un état de minorité. Et puis 45 ans plus tard, naît le suffrage universel. Nous sommes en 1848. Universel, c'est vite dit, puisqu'il n'y a que les hommes qui ont le droit de vote finalement. Et oui, et puis il y aura des femmes qui, malgré tout, tentent d'entrer en politique. Oui, c'est beau. Il y a eu des femmes qui ont bataillé pour essayer de prendre une place dans cette question et dans le débat. Je pense notamment à Marie Denisard. Elle s'est présentée en 1913 aux élections présidentielles. Elle dira, je cite, « Ma candidature n'est pas si fantaisiste qu'on pourrait le croire. Elle signifie que la femme a le droit de prendre sa part du gouvernement puisqu'elle paie sa part des impôts. » Une candidature, vous vous en doutez, qui n'est pas tout à fait prise au sérieux. Mais les femmes sont quand même assez visibles à l'époque. On a consacré une émission récente d'ailleurs aux hussardes noires de la République. Pauline Kergomar, mais pas seulement, qui sont très très présentes dans le débat public de ces années-là. Ça commence, et puis surtout on voit la création d'associations, notamment l'Union française pour le suffrage des femmes, qui a été créée en 1909 et qui 25 ans plus tard, compte 100 000 membres. Et en 1936, Louise Weiss fonde l'association La Femme Nouvelle, qui multipliera pendant 2 ans des actions spectaculaires. Il faut aussi noter que pendant ce temps-là, autour de la France... Oui, c'est pas que français. Et non, le vote des femmes est accordé dans d'autres pays. La Finlande en 1907, 1913 la Norvège, puis l'Islande, le Danemark, et la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie soviétique et la Pologne en 1918. En France, toujours pas de droit de vote à ce moment-là, mais des avancées quand même. Allez, oui. En 1907, par exemple, les femmes peuvent voter et se faire élire au Conseil des prud'hommes. Et alors, dans un autre style, la femme mariée obtient la libre disposition de son salaire. On n'est pas tout à fait au de la libération de la femme, mais bon. 21 avril 1944, il y a quand même des tentatives avant, donc 1919, c'est ça. 25, 36, en tout, il y a eu à 6 reprises ce qu'on appelle la Chambre des députés à l'époque, l'ancêtre de notre Assemblée nationale, adoptera des propositions de loi sur le vote des femmes. En vain, parce que le Sénat, il n'en veut pas. Et voilà, nous arrivons en juin 42. Le général de Gaulle, président du gouvernement en exil à Londres, déclare qu'une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale. En mars 1944, l'Assemblée consultative provisoire adopte l'amendement Fernand
Grenier, pour tenir ce nom, qui instaure le vote des femmes par 51 voix contre 16. Et le 21 avril 1944, les femmes sont déclarées électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Voilà, c'est le gouvernement provisoire. Il faut attendre 1 an pour qu'elles soient appelées aux urnes. Oui. Première fois qu'elles votent. Pour les élections municipales, en octobre de la même année, en 1945, donc, elles seront appelées à voter à un scrutin national et à voter pour les députés cette fois. 33 femmes feront ainsi aussi leur entrée en tant que députées dans l'hémicycle, soit 5,6% des députés. À titre de comparaison, aujourd'hui, il y a 215 femmes qui siègent à l'Assemblée nationale, soit 37,3% des élus. Cécile, merci. Une réaction. C'est très important, la représentation des femmes dans le monde politique. Alors, exactement. D'ailleurs, on a choisi avec Bertrand d'interviewer des femmes politiques. Je pense à Anne-Marie Drac, qui a même été une des pionnières. Qui a aussi fait une grande carrière dans le monde de l'entreprise. Exactement, mais qui a quand même essuyé des déconvenues, en tout cas des insultes. Elle raconte des anecdotes pas très marrantes. Oui, c'est ça, voilà. Elle le fait avec recul aujourd'hui, mais ça n'a pas dû être drôle à ce moment-là. Non, c'est clair. Et puis, Agnès Pannier-Runacher raconte des choses aussi intéressantes, à la fois dans le monde économique et puis aussi dans le monde politique. On se retrouve dans quelques secondes. Cécile, merci. La récré tout à l'heure. La récré tout à l'heure. Grand oral. Le plafond de verre pour ces dernières, pour les femmes, se construit au fil du temps, année après année, avec ces micro-expériences qui ont tendance à nous donner l'impression que ce n'est pas pour nous. C'est un extrait de ce livre, Des femmes et des hommes, le pouvoir en partage, qui vient de sortir chez Actes Sud et dont on parle avec une des autrices, qui est Fabienne Alamilou-Michaille. Sur ces micro-expériences, justement, et vous venez de faire référence au témoignage notamment d'Agnès Pannier-Runacher et d'Anne-Marie Drac, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. On peut avoir fait 2 belles études, une très belle carrière, et avoir non seulement affronté, mais franchi un certain nombre de discriminations, mais ça continue. Et vous-même, vous l'avez vécu d'ailleurs. Eh oui. Alors, on dirait qu'aujourd'hui, ce n'est plus devenu très, très politiquement correct. C'est vrai. De discriminer les femmes. J'interviens en entreprise avec Lead Together, ma société, pour notamment lutter contre les stéréotypes de genre. Et aujourd'hui, il y a plus grand monde qui va avouer discriminer les femmes. Mais bien sûr, les discriminations continuent. Ces discriminations cachées, notamment via les stéréotypes de genre. Tout commence, dites-vous, par l'éducation, vous le martelez, hein. Éducation familiale déjà. Mais comment on fait pour rentrer dans les familles? Comment on fait pour dire à des parents, attention à ne pas donner une éducation discriminante à vos enfants? Alors, ça peut passer d'abord par l'école, par l'école républicaine. Ça peut passer dès la maternelle, par mettre en place des actions, notamment faire attention dans la cour de récréation que les enfants, que les garçons n'occupent pas toute la place. Moi, je viens de Marseille. Le foot à Marseille, vous le savez, est très très important. Et donc, on doit faire attention que les garçons, avec leur ballon, n'utilisent pas toute la cour de récréation, que les filles se retrouvent cornérisées. La semaine dernière, vous leur avez autorisé quand même. Ils ont battu Benfica, là. Il y a des exceptions. Mais tout à fait. Mais pouvoir aussi utiliser cette cour et pour faire jouer ensemble. Parce que ça commence là. Les filles se retrouvent cornérisées sous le préau, alors que les garçons utilisent la place, l'espace, utilisent leur corps. Les filles se retrouvent à papoter dans un coin de la cour de récréation. Et ça commence là parce que ça détermine la structuration du cerveau. On avait fait une émission là-dessus. On voit quand même que quand on en parle aux enfants, qu'on les met autour de la table pour réfléchir, en fait, assez spontanément, ils inventent des modalités d'organisation de la cour de récré qui sont différentes. Donc en fait, c'est pas du tout une fatalité et ça se fait pas forcément dans la contrainte. Ils comprennent. Mais complètement. Et moi, je sais que ma fille adorait, voulait jouer au foot et c'était compliqué pour elle de pouvoir jouer au foot. Donc il faut aussi que ça puisse se réguler avec des adultes qui puissent réguler les jeux et qu'on joue ensemble. Il ne s'agit pas d'opérer de nouvelles discriminations et d'interdire, mais c'est de faire les choses ensemble. C'est d'ailleurs tout le sujet de ce livre. Avec Bertrand, on l'a écrit, hommes et femmes ensemble. C'est vraiment ensemble qu'on gagnera ce combat de l'égalité. On en a cité quelques-unes, mais beaucoup de ces rôles modèles, c'est très très important ça quand même. On a vu d'ailleurs que même en matière d'orientation, notamment vers les études de sciences, et ça reste un défi pour les femmes, le fait de donner des exemples, de raconter des parcours, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors tout à fait. Je travaille avec 2 chercheurs qui sont spécialisés sur la question des stéréotypes, qui enseignent l'un à la Sorbonne et l'autre à Paris-Saclay. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait d'exposer des personnes à des images de femmes leaders leur permet derrière, d'associer plus facilement les femmes et le leadership.
Donc le fait d'imprégner le cerveau par des images répétées de femmes successful qui peuvent atteindre des niveaux de direction permet après de changer les représentations, y compris les représentations inconscientes. Parce que dans ce domaine, tout se joue beaucoup dans l'inconscient. Et oui, et parce que les stéréotypes, c'est pas seulement les stéréotypes que le regard masculin fait porter sur les femmes, ce sont aussi des stéréotypes qui sont intériorisés par les femmes. C'est bien ça l'histoire. Exactement, c'est toute la société qui véhicule ces stéréotypes intériorisés par les femmes, qui d'ailleurs les limite dans cette capacité à accéder à ces fonctions. Vous vous inquiétez de la moindre orientation des femmes vers les filières scientifiques et techniques de l'enseignement supérieur, vers le numérique. Pourtant, ça fait quand même des années qu'on essaye. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça... C'est très très compliqué. Alors il y a beaucoup d'associations qui œuvrent là-dessus. Il y a Elle Bouge notamment. Il y a une sensibilisation à faire du côté des jeunes filles. Souvent on s'attaque à elles au lycée, mais je crois que ce serait vraiment important de le faire même encore bien avant. Oui, c'est ça. Bien avant, même pourquoi pas en maternelle. C'est trop tard, le lycée. On va continuer à démêler les fils de ces inégalités avec vous, Fabienne Alamelou-Michail, mais ce sera juste après la récré. Alors, ce n'est pas le droit de vote, c'est les cerfs-volants, donc je ne sais pas si ça vous intéresse ou non. On verra bien. Si, à Marseille, il y a du vent. Ah, bah alors, Cécile Fordier. Mais alors, ça ne va pas être à Marseille du tout, Fabienne. C'est à Berck-sur-Mer. On ne peut pas faire plus loin. On remonte directement dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Oui, parce que depuis samedi et jusqu'à dimanche prochain se tient la 37e édition des rencontres internationales de cerfs-volants. L'occasion pour jeunes et moins jeunes d'assister au ballet aérien des meilleurs cerfs-volistes du monde à diverses et Vous dites cerf-voliste, d'ailleurs, super fier. Jean, vous avez vérifié? Oui, mais surtout, je ne connaissais pas ça. Ah oui, quand vous utilisez un nouveau mot, ça vous fait toujours un truc. Allez, on les voit, les cerf-volistes, dites donc. Il y a une nouveauté cette année. Samedi prochain, il y a la remise du prix du World Kite Cup Berck-sur-Mer. C'est la première fois qu'est organisée cette compétition internationale. Donc de ce lundi jusqu'à vendredi, 10 équipes venues de 10 pays différents. La France, évidemment, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, les États-Unis, le Canada, la Colombie, la Chine et Taipei vont s'affronter au cours de 5 épreuves dans le but de remporter le titre de champion du monde de cerf-volant acrobatique. Je pense que ça risque d'être assez spectaculaire. 37 ans que ça existe, cet événement. Oui, donc 37 ans que ça existe, créé en 1987. Mais pour comprendre pourquoi ça a lieu à Berck-sur-Mer... Et pas à Marseille, comme le voudrait Fabienne. Je vais vous expliquer. Alors, il faut remonter à 1888. Ah oui. À cette époque, la photographe Arthur Battu se met en tête de faire de la photo aérienne. Mais... Il n'y a pas d'avion. On n'a pas encore inventé l'avion, oui. Mais il y a des cerfs-volants. Donc il installe son petit machin, ses bidules, sa chambre noire sur un cerf-volant et il fait la première photo aérienne. Mais ça a lieu dans le Tarn. Alors, le lien avec Berck, il va falloir nous trouver. Le lien avec Berck, je vais vous le faire tout de suite. Il y a un de ses copains qui se dit, 3 ans plus tard, un autre photographe, Emile Weiss, qui se dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire la même chose, mais à Berck. Berck. Et nous y voici. Et après, il y a eu beaucoup d'autres photographes qui sont venus sur cette plage pour faire des photos parce que les conditions, a priori, sont favorables des lieux pour pouvoir faire des photos aériennes. Et donc, Berck-sur-Mer va devenir le site le plus photographié des airs avant 14-18. Et oui, je l'ai appris aussi. Et ensuite, tous les ans, des membres du club de cerf-volistes belges vont prendre l'habitude de venir commémorer ce moment. Et un jour, ils vont dire à la mairie, ça serait bien qu'on ait une fête pour le centenaire. Et on officialise la chose. Et ça devient donc ces rencontres internationales. Qui sont assez marrantes. On l'a vu sur les images, il y a quand même des tas de cerfs-volants c'est magnifique. Bizarroïdes, des pieuvres, des trucs, puis ils ont des costumes. Enfin, et puis il y a des animations tout autour, évidemment. C'est le festival du cerf-volant. Exactement. Donc vous... Oui. Non, voilà. Il y a quelque chose? Non, vous demandez peut-être s'il y a un site internet, un truc. Il y a info et programmation sur le site cerf-volant-berck.com. Merci beaucoup, Cécile. Grand oral. Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, c'est le 5e des 17 objectifs du développement durable adopté par les Nations Unies en 2015. Il est au cœur de ce livre que co-signe Fabienne Alamelou-Michail chez Actes Sud. Il est intitulé « Des femmes et des hommes, le pouvoir en partage ». Je signale quand même, parce que c'est très très chic, vous avez des préfaces de Michel Yeo, oui, la Michel Yeo de l'actrice, Jean Todt, voilà, et qui n'est pas seulement le plus 1 de Michel Yeo, il a fait 3 trucs dans sa vie, Jean Todt, dans l'industrie automobile, et Emmanuel Faber, ex de chez Danone, et qui s'était bien fait connaître pour des jeunes par un discours à HEC. Vous refusez le discours défaitiste dans tout le bouquin. Vous dites quand même, petite, je suis inquiète, mais petit à petit, ça s'améliore quand même. Alors oui, avec Bertrand, on est deux optimistes, et parce que sinon, c'est pas la peine, on rentre se cocher et on arrête tout. Oui, on croit vraiment que ça avance. Et d'ailleurs, la France, de ce côté-là, est plutôt en avance, notamment en termes de représentation des femmes par rapport à d'autres pays européens.
notamment grâce à la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration. Marie-Pierre Rixain, on va pas avec la raconter loi... en détail, mais l'idée c'est de fixer des quotas. Exactement. Nombre de femmes dans les conseils d'administration. On espère que ça va remonter ensuite à ce qu'on appelle les COMEX. Enfin bref. Voilà, ça va ruisseler. Voilà. Et là maintenant, avec la loi Marie-Pierre Rixain, il y a des quotas maintenant dans les COMEX pour favoriser la présence des femmes. Sur les lieux, je vous le fais vite, de décision dans le monde de l'entreprise, les lieux les plus importants. C'est le sommet de la tour d'ivoire. Et parce que pendant longtemps, quand les femmes accédaient à des postes de direction, on dit que c'était des directions non opérationnelles. On leur donnait Alors on leur a donné les ressources humaines et la communication. Je caricature, mais c'était un peu ça. Alors ça continue à être un peu ça. Les femmes s'orientent encore toujours de manière préférentielle vers la communication, les RH, le marketing et d'autres domaines. Mais de plus en plus, les entreprises cherchent à développer aussi la présence des femmes dans des fonctions plus opérationnelles. Direction de business unit, enfin direction d'entités plus opérationnelles, y compris dans des secteurs comme l'extraction minière, l'industrie ou l'extraction minière. On a interviewé Christelle Bory, des secteurs qui ne sont pas forcément féminins à la base, mais sur lesquels les femmes de plus en plus peuvent s'orienter. Mais alors, puisque vous la citez, Christelle Bory, l'aviez bien fait, j'ai une citation. Parce que ça m'a frappé ce qu'elle raconte. Elle a toujours partagé les tâches avec son époux, et ça lui a permis de se dépasser fréquemment. Et alors, le conseil de Christelle Bory, c'est quand je vois, quand des jeunes femmes me demandent comment faire pour s'épanouir dans leur carrière, je leur dis, choisissez bien votre partenaire. Exactement. Mais en fait, c'est ça. Moi, d'ailleurs, j'ai des jeunes filles qui me demandent mais comment faire, comment allier carrière et vie familiale pour celles qui veulent allier une vie familiale. Je leur dis la même chose. Choisissez bien votre mari. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mon mari a toujours beaucoup partagé. On a tout de suite partagé toutes les tâches ensemble, y compris de l'éducation. Et sinon, c'est compliqué à jouer. Tout ça n'étant pas gagné, c'est un chiffre que vous citez. 51% des jeunes de 17 à 19 ans considèrent aujourd'hui que lorsqu'un enfant naît, il est mieux que la mère arrête de travailler ou réduise son temps de travail pour s'en occuper. Oui. Les vieilles représentations ont la vie dure. Une femme est destinée à s'occuper de l'intérieur. On revient en religion, c'est déjà un premier élément que l'on retrouve. Donc la femme son domaine, c'est l'intérieur, l'intériorité. Les hommes, c'est l'extérieur, l'extériorité. Et ça continue, ça ne s'est pas arrêté, avec des moments spécialement durs dans la carrière. Je sors un peu de l'école, qui est notre territoire familier à school, mais quand même, la question des projections est très importante. Il y a un moment qui reste quand même terriblement dur, c'est le moment de la maternité, qui arrive à un âge où on explose un peu professionnellement. C'est le moment des promotions, des sauts de rémunération et tout. Et quand on observe les déroulés de carrière des femmes, c'est un retard qu'elles ne rattrapent jamais. Elles le payent jusqu'à la retraite. Alors, elles peuvent le payer jusqu'à la retraite, mais de plus en plus, il y a des entreprises qui décident de donner des promotions, y compris à des femmes qui partent en congé maternité. Et ça fait partie des politiques qu'elles mettent en place pour être justement attractives pour les femmes, parce que les entreprises ont compris qu'il y a les quotas qui se mettaient en place et que donc, pour pouvoir répondre à ces questions de quotas, il fallait développer des politiques qui allaient favoriser la présence des femmes, y compris des femmes qui partent en congé maternité. Ce n'est pas une maladie. On a cité Anne-Marie Hydrac, on a cité Agnès Pannier-Runacher, Christelle Bory, etc. Il y en a une vingtaine, je le disais. Est-ce qu'il y a Isabelle Cocher, est-ce qu'il y a des parcours, est-ce qu'il y a une femme comme ça dans toutes celles que vous avez rencontrées où vous étiez surprise, ou alors vous vous êtes dit, waouh, ça je n'imaginais pas Elles m'ont toutes surprises, elles m'ont toutes épatée. Et les hommes aussi m'ont épatée. Je pense à Paul Polman. On a vraiment voulu interviewer des hommes également, parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a des hommes qui prennent vraiment le parti des femmes et qui considèrent que cette inégalité doit s'arrêter. Je pense à Paul Polman, qui a fait énormément de choses, lui, quand il était patron d'Unilever, pour promouvoir les femmes. Et c'est ça qui est intéressant. Justement, c'est ces hommes qui ont été sensibilisés. Tous ensemble, c'est ça le message. Oui, c'est comme ça qu'on va y arriver. Fabienne Lavellou, merci beaucoup. On va accueillir Marie-Olivier pour un petit voyage en Afrique du Sud autour d'une belle initiative pédagogique. Je vous vois déjà opiné du bonnet. Mais vous allez, Cécile, céder la place à Marie, non sans que je vous ai remercié. Mais non, grand oral. C'est fini, grand oral. Cours particulier. Cours particulier, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. À la découverte de dispositifs pédagogiques originaux. Aujourd'hui, on voyage tout au sud, bien après Marseille. On va descendre en Afrique du Sud à la rencontre de la Colisée Foundation. Et c'est pas sans lien avec les JO. Exactement. Cette année olympique, j'avais envie de vous montrer un peu comment l'impact que le sport peut avoir au sein de communautés qui sont peu favorisées. Eh bien, la Fondation Colisée existe depuis un événement sportif d'envergure aussi, la Coupe du Monde de rugby en 2019, qui se tenait non pas en Afrique du Sud, mais au Japon. Et c'est
c'est de là que cette idée est née. Alors comment cette idée est-elle née au Japon, mais avec l'Afrique du Sud? Alors l'Afrique du Sud, c'est une nation de rugby. Oui, ça, on est malheureusement bien placé pour le savoir. Exactement, on se souvient des quarts de finale douloureux en 2023. Non, on ne se souvient pas, on a oublié, ça n'a pas existé. Oui, un point, n'est-ce pas? Eh bien, cette équipe est très suivie au niveau national, puisqu'historiquement et symboliquement, ce sport a vraiment une consonance particulière pour les Sud-Africains. Considéré un temps comme un symbole de la ségrégation durant l'apartheid, il est devenu le symbole de la réconciliation sous l'impulsion d'un certain Nelson Mandela. Peut-être que vous aviez eu l'occasion de voir le film Invictus en 2009 qui racontait l'histoire entre l'équipe de rugby d'Afrique du Sud et le président d'alors. Et Madiba, comment le surnommer, un film qui a eu beaucoup de succès. Morgan Freeman, Matt Damon qui joue le rôle du capitaine de l'équipe d'ailleurs. C'est ça, et c'est d'ailleurs un capitaine plus récent de l'équipe de rugby des Springboks ainsi que sa femme qui décide en 2019, donc lors de cette Coupe du Monde, de donner une nouvelle teinte de solidarité à ce sport. Il y a Fabienne qui dit avec sa femme, c'est bien, c'est bien. Tous les deux, Siya Kolisi est le premier capitaine noir de la sélection sud-africaine et avec son épouse Rachel pendant la Coupe du Monde, ils discutent tous les deux de la responsabilité sociale qui incombe aux joueurs s'ils gagnent le trophée. Et c'est pendant cette conversation qu'ils décident de créer la fondation Kolisi d'un profond désir de lutter contre les inégalités. S'ils gagnent le trophée, c'est donc que 2019, ils la gagnent. Rafraîchissez-moi la mémoire. Il la gagne aussi en finale contre l'Angleterre et c'est Kolisi, donc Siya Kolisi, qui a le brassard de capitaine au bras. La vision de la fondation est, je cite, de changer le narratif autour des inégalités en Afrique du Sud pour faire en sorte que les communautés s'épanouissent. Ils le font en réunissant différentes organisations de terrain, donc des ONG, des fondations, etc., en mobilisant des ressources, donc du financement, mais aussi des ressources humaines, et en renforçant les infrastructures pour les communautés. Avec, et ça semble logique, comme axe d'action, le sport. Exactement. En 2022, la Fondation Kolisi a lancé un projet, par exemple, avec d'autres partenaires. Ça s'appelle la Siya-Pakama Swede School. Siya-Kapama, ça signifie « nous nous élevons ». Et Pakama, c'était aussi le prénom de la mère de Siya. Siya qui vient d'une communauté défavorisée. Swede, c'est le quartier de la capitale dans le département le plus pauvre, le Cap de l'Est, en Afrique du Sud. Et c'est un township, donc c'est un quartier pauvre avec une majorité de population noire. Ce township est le lieu de résidence de 90 000 habitants. Et ces écoles Siya-Pakama sont des programmes sur mesure vraiment pour les jeunes, avec le sport et l'éducation au cœur. Voilà, donc pas que le sport. Le sport, c'est l'élément central. Il y a toujours de l'éducation physique puisque dans ces townships, il manque l'éducation physique dans les cours à l'école. Ils n'ont pas les infrastructures, tout simplement. Ça permet évidemment de maintenir une bonne forme physique, de prendre confiance en soi, de développer un esprit d'équipe. Mais si Pakama va plus loin, le programme permet aussi d'améliorer les infrastructures sportives, je l'ai dit, et de donner accès à des équipements sportifs aux 6 écoles primaires qui sont dans ce township. Il y a une ligue sportive interscolaire qui a été créée aussi pour qu'ils puissent continuer à pratiquer même après l'école. Mais c'est une prise en charge globale, parce qu'on est dans les townships, on est en lieu très pauvre, où il y a de la malnutrition ou de la dénutrition, ils agissent là-dessus aussi. Exactement, ils agissent là-dessus aussi. Ouais. Ils ont un soutien nutritionnel pour le petit déjeuner, par exemple. Donc la fondation forme les habitants et les jeunes à cuisiner des plats nutritifs pour qu'ils soient bien nourris. Donc ça sert aussi à toute la communauté dans son ensemble. Le programme permet aussi de sensibiliser, par exemple, de former des jeunes à être entraîneurs, à être coach sportif, etc. Super, très belle initiative. Les projets à venir ? Projets à venir, continuer à rendre les enfants joyeux et fiers sur le terrain et aussi en dehors, soutenir les communautés, accompagner les parents, les professeurs, etc. La Fondation mène aussi des projets avec la communauté pour sensibiliser par exemple aux violences basées sur le genre, qui ont pas mal lieu dans les townships. L'idée de cette fondation sud-africaine, finalement, c'est d'incarner l'espoir et de réduire les inégalités dont ont été victimes Siya et Rachel. Merci beaucoup. Marie, ça résonne à vos oreilles, un projet comme ça. Complètement. Et notamment, ça s'en prend aux stéréotypes. C'est vraiment le cœur de votre bouquin, la lutte contre les stéréotypes. Tout à fait. En fait, les stéréotypes, c'est le frein numéro 1 au développement des femmes. Et d'ailleurs des hommes aussi. Puisqu'en fait, les hommes se retrouvent enfermés dans des stéréotypes virilistes qui peuvent être parfois violents et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils sont pour beaucoup. Allez, et au monde qu'on a envie de construire. Et ça se passe en Afrique du Sud, ça se passe avec votre bouquin, ça se passe sur School TV. Il faut un peu d'espoir dans l'existence, moi je dis. On en a besoin en ce moment. Marie, merci beaucoup. Fabienne, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Des femmes et des hommes, le pouvoir en partage, c'est chez Actes Sud. Livre passionnant, je vous le dis, vraiment, tous ces témoignages aussi de rôle modèle, d'exemple sont extrêmement intéressants à lire. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. En maquillage, Sophie Coulon, Marine Plantec avec Pénélope Day pour la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.